on rentre aussi on rentre dans un état de transe comme pendant la création au final, comme pendant la danse, le chant, etc. Tu as une passion? Tu as un projet? Bienvenue sur The Side Project Café, le podcast où on met en lumière ta passion. Je m'appelle Quentin, je suis le fondateur de Side et aujourd'hui je vais être ton hôte. Alors installe-toi bien, ça va bientôt commencer. Salut Léa. Salut Quentin. Écoute, je suis ravi d'enregistrer ce premier podcast avec toi, ce premier Side Project Café. Ça tombe bien parce qu'on est dans un super café qui s'appelle Les Trois Ponts, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, aujourd'hui, en fait, le but, c'est d'accueillir des personnes dans ce podcast, d'accueillir des personnes comme toi, des personnes passionnées, qui ont su mettre leur passion vraiment au cœur de leur vie, leur métier, ou pas forcément leur métier. Et en fait, je suis vraiment content de d'être avec toi aujourd'hui pour ce premier podcast. Moi aussi. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as un peu été une inspiration dans le lancement de Side. Waouh. Parce qu'on se connaît depuis quand même pas mal de temps maintenant. Ouais. On a bossé ensemble dans une très grosse boîte américaine, dont on ne dira pas encore le nom, mais c'est bleu. et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait pas mal de gens qui partaient parce qu'ils avaient besoin de plus de sens et autres. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu l'as fait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je me souviens que tu étais parti en voyage, mais je te laisserai raconter ça un peu plus après. Et je t'ai demandé, mais attends, mais comment est-ce que tu as fait ça ? Comment est-ce que tu es parti pour partir ? Et en fait, tu m'as donné toute la liste de tous les tricks à faire pour arriver à sortir de ce monde-là et à se lancer soi-même. Et en fait, tu as vraiment été une inspiration. Et en fait, le truc le plus drôle, c'est que moi, quand j'ai lancé Side, tu es la première coach avec qui j'ai bossé. C'est vrai. Et donc ça, c'est absolument top. Trop bien. Mais bon, avant d'entrer dans le détail de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oh là là. Bien sûr. Je m'appelle Léa. J'ai 33 ans. Je suis, je pense, multicasquette, multifonction. J'ai toujours été comme ça, mais je l'ai vraiment assumé depuis que j'ai quitté cette fameuse grosse boîte parce que j'étais pas heureuse. Donc, ce que je fais, c'est du tatouage, des ateliers créatifs dans les cafés. Je fais aussi beaucoup de céramique et j'ai un cabinet en hypnose 3 jours par semaine. Waouh, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et attends, et c'est quoi donc le lien entre tout ça ? Comment est-ce que tu t'es retrouvé, toi, à te lancer dans tous ces différents projets au fur et à mesure ? C'est une bonne question. La céramique, c'est quelque chose qui me suit depuis 10 ans. J'ai toujours adoré ça. Comme pour le reste, j'adore tester énormément de choses. Et la céramique, c'est toujours ce qui est resté. Quand je suis partie en voyage pendant 7 mois, j'ai trouvé un atelier de céramique à Montréal. J'ai emmené mes pièces avec moi, je les ai émaillées à Touloum parce que, en gros, ça me manquait trop de pas en faire. Le lien avec tout ça, c'est, je pense, ce que j'ai pas dit dans ma description, mais que du coup je suis designer. Okay. Donc tout ce qui est centré humain, utilisateur, j'adore. Donc vraiment l'hypnose, résoudre des problèmes, accompagner les gens au quotidien, c'est en plus quelque chose de très créatif. On rentre aussi on rentre dans un état de transe comme pendant la création au final, comme pendant la danse, le chant, etc. Et tout le reste, c'est parce que c'est créatif. Les ateliers créatifs, c'est transmettre, ce que moi j'ai appris. Et le tatouage, c'est aussi super créatif, c'est dessiner, c'est trop génial. Je passe ma vie à dessiner, tatouer, c'est beaucoup de liberté, de rencontres avec des gens. Ouais, c'est génial parce qu'en fait, on sent dans ton parcours que tu as à la fois un côté où tu as besoin de t'exprimer, qui a besoin d'être hyper créatif, de faire en sorte que tu sortes en fait ce que tu as au fond de toi et ce que tu vois au travers de tes voyages, de là où tu as bossé, de ces différents points. Et on sent qu'il y a un côté aussi qui est hyper humain, hyper focus sur... Ouais. Ultra important. Vraiment... L'accompagnement, et c'est ce qu'on faisait, moi c'est ce que je faisais, et je pense toi aussi dans cette grosse boîte, c'était un peu la seule satisfaction que j'avais, c'était d'accompagner les équipes à devenir autonomes par elles-mêmes. Je faisais beaucoup de design thinking, et dans la façon dont on le faisait, c'était rendre autonomes les équipes en leur apprenant comment nous on faisait pour qu'ils le fassent dans leur propre projet. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. L'hypnose, c'est thérapie courte. Donc le but, c'est pas d'accompagner les gens toute leur vie, mais de leur donner les clés pour qu'ils puissent continuer à avancer seuls. Pareil, les ateliers créatifs, le but, c'est vraiment d'accompagner les gens pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils comprennent comment on fait, pour qu'ils refassent chez eux, quoi. C'est génial. Et ça me fera rebondir après sur ce qu'on fait ensemble dans nos accompagnements, mais ça, on verra ça un peu par la suite. Donc toi, tu m'as dit que tu étais designeuse de base. Ouais. Je fais l'école de design de Nantes Atlantique, design produit qui est le design le plus classique, qui existe depuis très longtemps. En fait, ce qui m'a un peu percuté, c'est que moi j'adorais l'atelier maquette à l'école de design et très rapidement on n'était que sur ordinateur.
Et après, pour trouver du travail, j'ai commencé comme designer produit, mais très rapidement, je me suis rendu compte que les moyens étaient super limités, que c'était pas hyper créatif, et je suis partie dans l'IT pour faire du service. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai l'impression que je me suis un peu perdue en chemin parce que ce que je voulais, c'était utiliser mes mains et ma créativité. Et ce qu'on me demandait, c'était tout sauf créatif et de suivre les règles. Et ça m'a vraiment perdue. Enfin, à un moment, je me reconnaissais plus trop, en fait. Donc en fait, tu as senti que avant, tu avais un parcours qui était assez créatif. L'école de design, j'ai l'impression que c'était un peu le moment où ça t'ouvrait les chakras, tu as fait plein de trucs. Ouais. Enfin, surtout au début, d'après ce que tu me dis, où c'était l'atelier maquette, où tu mettais vraiment les mains dans le cambouis, et c'est ça qui t'a plu. Après, quand t'es passé sur ordinateur, tu t'es dit, bon, ça me correspond un peu moins, j'ai moins peut-être ce côté, je me connecte avec l'âme de l'objet ou des choses comme ça. Ouais. Et après, quand t'es rentré chez IBM, parce qu'on peut les citer, là, tu t'es dit, ok, je vais accompagner des gens, je vais faire du design, mais il y a quand même un moment où tu t'es senti un peu perdu dans cette grosse boîte. Ouais, complètement. Et sans savoir trop où aller. Et quand tu étais chez IBM, et chez les différents clients que tu accompagnais, tu continuais toujours à dessiner, à peindre, à faire de la céramique? Je faisais énormément de céramique. J'ai beaucoup attendu avant de m'inscrire à Paris. Je sais pas pourquoi, je me disais que j'allais pas rester. Et au final, j'y allais hyper souvent. J'allais chez Clay. Ouais. Et tu peux y aller en atelier libre quand tu veux. Donc du coup, j'y allais hyper souvent. J'avais tellement besoin de reconnecter avec quelque chose de concret. Et le soir, quand je rentrais chez moi, j'avais besoin de cuisiner un truc vraiment concret, où je voyais le début et la fin. D'accord. C'était vraiment... ça me manquait tellement d'être... Enfin, on était tout le temps dans la théorie, dans la stratégie, mais finalement, on montait des projets parfois qui ne voyaient jamais le jour, et je trouvais ça complètement frustrant, en fait, de passer autant de temps, de mobiliser autant de personnes, autant de cerveaux, pour qu'au final, ça ne voit jamais le jour. Enfin, Moi, j'ai besoin des choses concrètes. Ok, donc non, c'est super. Tu as besoin des choses concrètes. Tu as besoin de te dire, je prends un projet, je prends un truc, je l'amène à la fin. Exactement. Moi, je suis très pratico-pratique. Et pendant mes ateliers créatifs, c'est vraiment ça. La céramique, les gens, il faut qu'ils comprennent pour qu'ils puissent faire par eux-mêmes, quoi. Le but, c'est pas que je garde mon truc et qu'ils rentrent complètement frustrés, quoi. Top. Et donc, tes ateliers céramiques, parle-nous-en un peu plus. Ouais, alors j'ai commencé dans un petit café où, pendant le Covid, je suis rentrée à Nantes, comme beaucoup de personnes. J'étais sur Paris, je suis rentrée à Nantes et j'allais beaucoup dans un café avec qui je m'entends super bien. C'est Myriam de The Good Life et j'avais cette idée de transmettre dans un café parce que j'ai pas d'atelier. Et le café, c'est un lieu que j'adore aussi. Là, on est dans un café, j'adore. Enfin, c'est être avec des gens autour, pas être tout seul aussi dans son bureau. Être au contact des autres. Et du coup, dans ces cafés, je fais des ateliers, beaucoup de céramique, linogravure, gravure tétrabag. Après, il y a d'autres trucs, mais ça se concentre beaucoup autour de la céramique. Et du coup, c'est des gens qui viennent tout âge, qui s'y connaissent ou qui s'y connaissent pas du tout. Et pendant 2 heures, on pratique ensemble. C'est une fois par semaine. Et j'ai aussi maintenant commencé depuis 4 mois chez Magma. Ouais. C'est un grand food hall. Et pareil, c'est des plus gros groupes. Mais du coup, on pratique tous ensemble la céramique. C'est trop cool, en vrai. Et comment tu te sens, toi, par rapport maintenant dans cette nouvelle activité ? Je me sens vraiment à ma place, pour le coup. J'ai du stress parce que je fais énormément de choses qui sont nouvelles, que je ne faisais pas avant, que tout repose sur mes épaules, en grande partie. Mais à la fois, la liberté que ça apporte et le fait de savoir que c'est moi qui crée cette valeur. Et c'est mes idées, je rencontre des personnes qui ont des idées comme toi, et on travaille ensemble, et c'est exactement, vraiment c'est ce que j'avais imaginé, de travailler avec d'autres créatifs, avec des gens qui ont des idées, de mener à bien ces idées, que ce soit concret. Et ouais, j'adore cette liberté. Évidemment, il y a du stress, début de chaque mois, de se dire comment ça va fonctionner ce mois-ci. Il n'y a pas le salaire qui tombe fixe tous les mois. Mais ça apporte vraiment d'autres trucs. Je peux aller à la pêche le lundi. Tu vas souvent à la pêche le lundi ? Ouais, j'aime bien. Quand il y a les grandes marées. Et je ne suis pas obligée de demander quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment avoir plus de temps aussi pour les autres. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Okay. Donc en fait, tu dirais que tu as quand même réussi à retrouver un équilibre, on va appeler ça par les grands termes, mais vie pro, vie perso, alignement qui est beaucoup mieux en fait depuis que tu t'es lancé et depuis que tu es avec toi. Ouais, et c'est marrant parce que c'est une grande peur que beaucoup de personnes ont en se lançant, de se dire mais je vais être complètement décalée. Mais en fait, on est beaucoup de personnes complètement décalées. Et moi, du coup, mes potes, elles sont aussi indépendantes, entrepreneuses. Et ce qui fait qu'on se voit en journée pour prendre un café. Et mes potes profs de yoga, elles bossent le soir. Moi, mes ateliers, ils sont le soir. Et en fait, on trouve toujours un moyen. Et finalement, on est beaucoup de personnes à être décalées, quoi.
Mais ce que je trouve aussi assez intéressant dans le fait d'être décalé, tu vois, et de changer de rythme par rapport au rythme que les personnes normales, enfin les salariés ont, on va pas appeler ça des personnes normales, c'est les personnes salariées dans une boîte où tu commences à 8-9 heures du matin et tu finis à 18 heures. C'est qu'en fait il y a beaucoup de temps mort aussi dans une boîte, c'est-à-dire que quand tu bosses, moi je me souviens, j'avais des missions chez IBM où j'étais là, j'arrivais à 9h le matin, je partais à 18, 19h, 20h et en fait il y avait peut-être 4-5 heures de ma journée sur lesquelles je travaillais. Je travaillais vraiment, et sinon après c'était des cafés, c'était attendre que tel boss revienne de tel truc, c'était et ainsi de suite. Donc en fait il y avait beaucoup de temps sur lequel on produisait pas et qui était pas du tout employé à des choses qui moi étaient importantes pour moi. Oui, c'est très vrai, beaucoup de représentation, et moi je me souviens de missions où en fait on commençait à travailler à 18h et on finissait à 1h du matin. Et enfin moi clairement ça me paniquait ça, enfin je trouvais ça fou. De devoir donner autant de temps pour quelque chose qui est même pas à toi. Enfin, c'est clairement c'est tes projets. Enfin, en partie c'est un petit peu tes projets, mais quand t'es pas chef de projet, quand c'est pas ta boîte, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour d'autres gens, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a des trucs où, enfin, moi je sais que j'ai beaucoup appris là-dedans, donc ça, j'aurais pas pu me lancer sans ça. Mais après, c'est vrai que moi, tu vois, je trouve qu'il y a un moment aussi, et je pense que t'es un peu dans le même cas que moi, c'est-à-dire que j'ai pu tenir ça. Et c'est ce que tu disais aussi avec la céramique avant, uniquement parce que j'avais plein d'autres trucs à côté, tu vois, parce que je faisais de la musique, parce que je faisais de la photo, parce que je faisais du karaté. Et en fait, sans ces trucs-là, en fait, je pense que j'aurais fait un burn-out depuis longtemps, ou un burn-out, ou n'importe quoi. Mais je pense qu'il y aura un moment où j'aurais craqué, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Parlons maintenant un peu de ce qu'on fait ensemble. Oui. Parce que ça, c'est vrai que là, on t'a présenté, on a compris ton parcours, même si, à mon avis, il y a beaucoup plus de trucs derrière tout ça, donc c'est toujours des trucs à creuser. Vous pouvez aller contacter Léa après si vous voulez aller creuser. Hein. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux que je le dise ? On peut dire chacun notre version. On peut dire chacun notre version. On va voir si on est d'accord. Tu veux commencer ? Ok. On va voir si j'ai bien compris ce que je fais. Allez, vas-y. Quentin, il m'a contacté parce qu'il pensait que mon parcours, il allait pouvoir aider aussi, en plus de mes compétences, je pense, c'est moitié-moitié. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des personnes qui ont besoin de mener à bien un projet, mais qui ne trouvent pas l'énergie de le faire en autonomie. Ce que je comprends totalement. C'est être accompagné dans tout ce processus, parce que c'est vrai que quand on n'a pas fait d'école d'art ou d'école de design ou d'école un peu créative, il y a quand même des petites choses à savoir, et puis il y a forcément des profs qui te poussent, etc. Et là, c'est des personnes qui ont un projet créatif et qui ont besoin d'être entourées, encadrées, inspirées, boostées aussi. Et nous, on est là pour ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, pour remettre un peu de contexte, vous le savez ou vous le savez pas, chez Side, j'accompagne les gens dans leur side project. Donc le side project, c'est les projets passion qu'on peut avoir à côté pour des gens qui ont soit pas le temps de trouver les personnes, comment faire, ou avoir les compétences pour bosser sur un projet. Par exemple, tu veux faire de la musique, tu veux faire de l'art, tu veux faire de la photo. Ou c'est des gens qui ont besoin d'être coachés, d'être motivés, d'être accompagnés, exactement ce que tu disais avant. Et donc, il arrive qu'il y ait des gens qui nous contactent en nous disant « j'ai envie, par exemple, d'organiser mon expo d'art ». Donc, notamment, on accompagne Alice dans ce cas-là. Et des personnes qui sont en plus hyper douées. C'est ça qui est marrant, parce que je sais pas comment tu l'as ressenti, mais moi, la première fois que j'ai vu ça, on en a discuté. Les personnes qu'on accompagne, parfois, elles ont... soit elles ont jamais touché un crayon de leur vie, et il y a un côté à la fois, faut qu'elles apprennent à côté et tout ça, et c'est pas forcément notre rôle aussi, nous, d'être une école d'art. Mais nous, quand il y a des personnes qui ont fait des années et des années de cours de dessin et qui sont là en mode je peine à savoir vraiment qui je suis d'un point de vue artistique, et pourtant je sens que c'est un truc qui est important pour moi parce que c'est un truc qui me permet d'avoir un super taf, c'est un truc qui me permet d'aller plus loin et ainsi de suite. Nous, je trouve que c'est là où on peut vraiment apporter de la valeur et on a des choses à faire. Ouais, exactement. C'est vrai que tu parles là d'Alice qui connaît vraiment le dessin, mais c'est juste un problème entre guillemets, peut-être de structure ou de se refaire confiance aussi. Il y a un truc de très académique dans son parcours, et au final, nous, je pense qu'on est un peu sortis de tout ce qui est académique, et pour le coup, il n'y a pas du tout d'attente de ce côté-là. Et je pense que c'est ça qui est un peu libérateur aussi.
Et je suis tout à fait aligné avec ça. Toi, je sais pas comment tu as vécu ton école d'art. Mais en fait, en général, moi, pour en parler, beaucoup de potes qui sont designers, quand je parle avec eux, ils me décrivent leur expérience d'école d'art comme étant soit un parcours hyper initiatique, hyper costaud, hyper dur, dans lequel on les a poussés dans plein de retranchements à sortir tout le temps de leur zone de confort. Et il y en a d'autres qui sont là en mode, en fait, je me suis éclaté tout le temps et j'ai fait des trucs qui n'étaient pas du tout académiques. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que cette expérience je suis dans un espace assez cool qui est très créatif et dans lequel on va beaucoup me pousser. C'est un truc qu'on retrouve pas forcément quand on va prendre des cours de dessin ou quand on va apprendre la technique, parce que c'est ce qu'on demande d'abord quand on prend des cours de n'importe quoi. Quand on prend des cours de tennis, des cours d'art, des cours de peinture, des cours de musique, on va demander de bien faire le geste ou bien produire tel ou tel truc. Et là, notre but, c'est d'arriver à sortir un peu de ce carcan-là et à se dire comment est-ce que vous vous appropriez ce geste aussi. Ouais, c'est comment vous vous exprimez sans vous excuser, juste en ressortant quelque chose qui vous représente, quoi. Mais c'est un peu comme tout le monde, parfois on se perd un peu en chemin et on a juste besoin d'être un peu accompagné, quoi. Mais parfois il n'y a pas tellement énormément de choses à faire, hein. C'est plus les bons exercices, les bons mots, le fait aussi d'avoir un rendez-vous régulier. Moi, je le vois un peu comme les cours de yoga, quoi, où en fait, si j'avais pas ce rendez-vous-là, je ferais pas de yoga chez moi. Alors que le yoga, ça me fait trop du bien. D'accord. Et du coup, là, d'avoir un rendez-vous régulier avec quand même des attendus, parce qu'on donne des exercices à faire. Après, on a un regard... pas tellement un regard, mais on lui demande ce qu'elle en a pensé, qu'est-ce qu'elle a préféré faire, comment elle s'est sentie aussi en le faisant. Et ça, c'est pas des questions, moi, je crois qu'on m'avait posées à l'époque à l'école, de comment tu te sens quand tu fais ça, est-ce que tu as kiffé, qu'est-ce que tu préfères. Nous, il y avait vraiment, c'était du rough design, donc en fait, on faisait des sketchs, donc il y avait pas trop d'âme au final. Il y avait des bonnes idées, ça c'est sûr, une bonne façon de représenter tes idées pour qu'elles soient compréhensibles, mais point trop d'émotion, alors que je pense que dans le design il y a forcément de l'émotion aussi, comme dans tout. Donc en effet, nous on va un peu au-delà peut-être. Ouais. Et attends, et toi qui as ce parcours très académique de j'ai fait du design, je sors d'une école d'art, je maîtrise plein de techniques différentes. Comment est-ce que, là où tu nous disais qu'on avait une approche qui était limite, je vais pas dire assez militaire, mais où tu dessines, fais des planches, comment est-ce que toi tu as réussi à retrouver ce supplément d'âme dans ce que tu produis et à vraiment trouver toi ton style, parce que tu as un style qui est hyper reconnaissable en fait en plus. Merci. Très bonne question, parce que moi je dessine pas très bien. À l'école, j'étais pas considérée comme une grande dessinatrice. Par contre, j'ai des bonnes idées, je pense. Donc ça c'est cool. Mais en effet, le dessin c'était pas mon truc et du coup c'est compliqué parfois en tant que tatoueur quand tu t'es pas la meilleure des dessinatrices. Mais pour le coup, il faut pas se comparer. La comparaison, c'est du poison. Oui. Mais du coup, j'ai regardé quand même les autres tatoueurs, ce qu'ils faisaient. Et il y en a, tu vois, ils font des lignes, ils font des cercles, ils font des choses géométriques que t'as pas besoin de savoir dessiner. Et moi, du coup, j'ai mis du temps à me lancer dans le dessin. Parce que c'est une grosse exposition, je trouve, de dessiner, de proposer à des gens de se tatouer pour la vie tes dessins. Ouais, c'est costaud, ça, quand même. C'est quand même quelque chose d'assez zinzin. Et sauf qu'en fait, j'avais envie d'essayer. Du coup, j'ai proposé et c'est plutôt les gens qui ont décidé que oui ou non. Et la période où je me suis mise à vraiment beaucoup dessiner, c'est pendant mon voyage. Pour le coup, c'était un voyage aussi pour me retrouver de transition entre IBM et la suite. J'avais démissionné, mais qu'allais-je faire ? Et j'ai dessiné beaucoup à Montréal. En fait, je me suis mis moi-même une routine, ce qui ne me ressemble pas trop. Ouais. Mais en fait, je m'étais mise un objectif d'un guest que j'avais contacté des salons. J'avais obtenu un guest. Je savais qu'il était dans 2 mois, sauf que j'avais pas de book. Donc du coup, j'ai dessiné tous les matins. J'allais au coffee et je dessinais. Et en fait, je l'avais vu, et je le savais, mais en fait, il faut pratiquer. Et plus tu pratiques, plus tu trouves ta patte, plus tu es à l'aise, plus tu comprends le logiciel Procreate aussi. En fait, c'est vraiment à force de faire que tu trouves, quoi. Le pire, c'est de rien faire. Rien faire, c'est tu perds ton temps et tu moulines trop dans ta tête en disant j'y arriverai pas, nan. Il faut mieux vraiment y aller et après tu avises. Mais vraiment, j'ai fait la technique du sac par-dessus le mur, quoi. Ouais. J'ai trouvé un guest et ensuite, fallait faire, quoi.
Et finalement, ça a vraiment bien marché à Montréal. C'était très très cool. Et je me suis un peu fait du mal entre guillemets parce que mes affiches, j'ai imprimé des affichettes que j'ai mis partout dans Montréal, partout dans les coffee shops. Ah ouais. Et c'était dur parce que moi, j'aime pas. Enfin, j'ai très peur de montrer mes créations. Pendant longtemps, c'est mes copains qui allaient voir les cafés et qui disaient ouais, ma copine elle fait des céramiques. Est-ce que vous voulez les exposer ? C'était eux mes VRP, tu vois. Ah, génial. Donc là maintenant je suis devenue mon propre VRP, mais ça m'a pris du temps quoi. C'est de trouver l'assurance, de te dire peut-être que ça plaira pas, mais encore plein de fois maintenant je me dis peut-être que ça plaît pas ce que je fais, mais bon c'est propre à l'art quoi, on peut pas plaire à tout le monde. Juste je propose et les gens ils disposent quoi. C'est génial, en fait je trouve ça hyper intéressant le switch, je vais pas appeler ça un switch psychologique, mais t'as vraiment un switch mental qui est passé de j'ose pas trop montrer ce que je fais à j'en suis fier et c'est moi, et même si c'est pas parfait, enfin et ce sera jamais parfait, que t'es arrivé à trouver cette aisance et cette confiance dans le fait je dessine, mais je dessine pas forcément très bien. Moi, je trouve tes dessins absolument top, hein, mais merci. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, que tu aies eu ce process-là. Et attends, donc la méthode, si quelqu'un voulait refaire comme toi, donc se dire, je vais me lancer dans un projet, j'ai un super truc, j'ai envie de le faire aller plus loin. Comment il ferait ? Tu lui dis, fixe-toi une deadline, fixe-toi un objectif, un peu comme Inoxtag qui s'est dit, je dois monter l'Everest. Eh ben écoute, moi je vais voir bientôt le grand Roman Fraissinet en spectacle à Paris. Ouais. Et lui, son spectacle, on a acheté les billets il y a 7-8 mois. Et à l'époque, il a ouvert sa billetterie, il n'avait pas de spectacle. Et donc du coup, tout le monde a acheté son billet, c'était sold out, alors qu'on savait même pas ce qu'on allait voir. Ah ouais. Donc c'est vraiment la technique, ça peut vraiment, c'est vertigineux. C'était pareil pour la démission, c'était pareil pour le voyage. On m'avait dit prends tes billets, comme ça t'auras plus le choix. Et c'est vraiment à la dure, mais il y a des passages qu'il faut passer. Enfin, il y a des petites mises en danger qui sont un peu obligatoires au final. Ouais. Le fake it until you make it. Ouais, ça, à IBM, on le disait beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup entendu, ça. Ouais, je l'ai beaucoup entendu et il y a un moment, il fallait l'appliquer. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, je me reconnais vachement dans ce que tu as fait, tu vois. Parce que moi, j'ai fait pareil. J'ai démissionné, je suis parti en voyage juste après. Moi, je suis allé en Australie, en Nouvelle-Zélande, pas en Amérique du Sud. Et après, je suis rentré, je me suis fait, ok, ça y est, il faut que je les fasse là. Et là, j'étais en mode devant mon écran, devant mon cahier. Le jour même en mode bon, j'ai beaucoup réfléchi à cette idée, maintenant comment est-ce que je fais ? Et en fait c'est intéressant parce que tu peux jamais savoir commencer avant d'avoir commencé à le faire quoi. C'est très vrai, et parfois on se dit mais les gens ils vont penser que c'est tout pété mon idée elle est toute pourrie, et en fait les gens sont plutôt quand même bienveillants en général. Y a toujours des gens chauds pour t'envoyer des messages qui sont très sympas, ou au moins de soutien, de pas se mettre les barrières soi-même avant que les gens nous les mettent quoi. Parce qu'il y en aura pas forcément aussi. C'est une bonne, c'est un bon enseignement. Ça, faut pas se mettre les barrières soi-même. Faut pas se dire non à soi-même en fait. Tu vois, c'est un truc aussi. Ah ouais. Putain, c'est vachement bien ça. Je vais pas dire comme mot de la fin parce qu'on n'a pas fini, mais tu vois, il faudrait que tu la gardes pour la fin celle-là, tu vois. Et donc, comment tu fais pour pas te mettre de barrières à soi-même ou pas de se dire, je me fous pas de bâton dans les roues. Très honnêtement, il faut être bien entouré quand même. Ouais. Bien entouré avec des personnes qui te soutiennent quand même autour. Moi, je pense que comme tout le monde, il y a des moments où je me dis mais où je vais, qu'est-ce que je fais, c'est du grand n'importe quoi. Parce que parfois j'ai trop d'idées, ça part dans tous les sens. Et j'avoue que j'ai quand même des bons soutiens. Ouais, franchement, des bons soutiens. Des personnes qui croient en moi et qui me disent t'as vraiment envie de retourner dans ton CDI déprimé Et ouais, ça me rappelle qu'on continue à avancer. Et aussi, quelque chose qu'on m'avait dit qui est très important, c'est que tous ceux qui continuent, tous ceux qui existent encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas abandonné à un moment. Et qu'en fait, si t'es encore là, c'est que t'as pas abandonné, quoi. Donc continue. Après, il y a une différence entre obstination et persévérance. Mais tant que tu vois encore un intérêt, tu vois, continuer, quoi. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que faut pas abandonner parce que si tu crois en ton truc, il y a forcément une raison que ça marche. Ou que ça marche d'une manière ou d'une autre. Ouais, ou que ça mènera à autre chose. Que tu t'y trouves ou que ça mène à autre chose. Ouais. Et en fait, c'est vrai que, c'est très bateau ce que je vais dire, mais après la pluie, le beau temps. Donc en fait, c'est pas parce que ça se passe pas bien une journée que demain, il y aura pas un super truc qui arrivera et que ce sera absolument génial, quoi. Ouais, et ce qu'il y a de fou, c'est que par exemple, moi, là, quand je me suis mise en auto-entrepreneur, j'avais du temps.
je créais, mais j'aurais jamais imaginé que toi tu m'aurais appelé par exemple pour qu'on fasse un projet ensemble. Et tu vois, c'est le truc de je suis là, je suis ouverte à des propositions, des projets, et du coup il y a des trucs cool qui arrivent aussi. C'est dire que ça peut aussi se remplir de trucs cool, quoi. Avant de conclure, parce que j'ai pas envie de conclure maintenant, c'est quoi tes prochaines échéances, tes prochains projets, tes prochains trucs, tes prochaines actualités, ce que tu aimerais faire? Justement, là, je suis dans un plan de restructuration interne. De toi-même? De moi-même. Parce que mes activités, je les fais grossir, mais je pense que j'ai pas la capacité de les faire grossir tout en même temps de la même façon. Ouais. Parce que je ne suis qu'une seule et même personne. Donc je pense que je vais me restructurer pour remettre en avant plutôt une activité et les autres les mettre plutôt en second plan. Et aussi là, j'ai vraiment une envie de retraite, de faire des retraites qui mêleraient un peu tout ça. Je m'étais dit une retraite par saison, ça serait vraiment trop cool. Avec des hypnoses collectives, des balades en forêt, des ateliers céramiques, de la bonne nourriture. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal de profs de yoga dans mes potes. Aussi du yoga, des trucs en rapport avec le corps, la création. Ce serait vraiment cool. C'est génial comme projet, c'est bien. En fait, c'est marrant qu'on en parle que maintenant, mais c'est génial. Je pense que ce qui est à retenir aussi de ce que tu me dis, c'est que tu vois, t'as besoin de te focaliser sur un truc, mais ça veut pas dire que tu oublies les autres. Ouais. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, t'as des passions, t'as des projets, t'as un job, t'as des trucs comme ça. C'est pas parce que tu mets tes passions de côté que tu t'y intéresses moins. Mais après, c'est de trouver la forme, l'expression. J'appellerais ça la gouvernance, mais là, je vais faire mon consultant. La manière de faire en sorte que ça puisse marcher. Et là, c'est vrai que quand tu me parles de retraite, où tu fais ça une fois par trimestre, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 mois, je sais pas. En fait, t'arrives à tout mélanger d'un coup. Et c'est ça que je trouve génial. Oui, c'est trop. Oui, j'essaie de boucler la boucle. Mes dessins, ils se retrouvent aussi sur mes céramiques. Ils se retrouvent aussi sur mon site internet d'hypnose. Donc en fait, tout est quand même un peu lié, même si quand j'en parle parfois, les personnes ont un peu du mal à tout lier. Ça peut paraître beaucoup, mais moi j'ai besoin de faire beaucoup de choses, donc ça fait partie de moi, quoi. Ouais. Et c'est génial. Mais en fait, c'est génial. Je pense que c'est lié parce que c'est toi. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire la même chose. Ouais, mais justement, là, c'est vraiment un moment où je me rends compte que j'ai lancé plein de projets. Je me disais, si ça se trouve, ça marchera pas du tout, on verra en fait. J'en ai aucune idée de comment ça va se passer. Et là, l'idée, c'est que maintenant que je vois à peu près, j'ai un peu plus de recul, de se dire comment je vais me restructurer, quoi. Et moi, c'est vraiment mon challenge, la structure, je crois. J'en parle beaucoup avec des potes qui sont coachs aussi. De comment je vais structurer tout ça. Ok, top. Donc là, ton process, si on le résume, si des personnes veulent repartir avec quelque chose de cette interview, tu as commencé, tu t'es dit, j'ai une idée, je fais le premier pas, c'est compliqué, mais je me jette à l'eau. Ouais. Ok. Ensuite, tu t'es dit, je lance des lignes. Donc, c'est-à-dire, je me ferme pas. En fait, un peu exactement comme en design thinking, en divergence. Je teste différents trucs. Ouais, vraiment. Ouais, t'as dit différents concepts. Je pensais pas que les trois allaient, tu vois, marcher, parce que normalement après tu refermes en design thinking convergence, divergence, convergence. Et après tu refermes, mais là tu vois ce que tu dis en mode, là je suis dans ma restructuration interne, ma restructuration de Léa Rousse Company by yourself. Tu vois, là c'est un peu une convergence, mais ça veut pas dire que tu oublies les autres, ça veut dire que tu te focalises sur un truc où tu sais que ça marche, ça te correspond et ça te va vraiment, et après tu te diras, le reste... j'arriverai à le mélanger d'une autre sorte et à faire en sorte que ça vienne au bon moment, au bon endroit, pour les bonnes personnes. Et c'est drôle parce que si maintenant que tu en parles, le tatouage c'était vraiment une énorme prise de risque pour moi. Enfin, tout le monde me disait mais t'as pas peur de tatouer des gens? Et en fait c'est assez fou parce qu'au moment où je tatoue, je me pose pas trop la question, en effet, parce qu'il n'y a pas la place pour autre chose. Enfin, je vois vraiment comme si j'étais en transe, parce que si je commence à me dire ah merde, et si je loupe, mince. Et là du coup c'est le moment où on loupe en général. Et aussi dans ma famille, waouh, enfin c'était personne n'était pour, je crois. Donc c'était aussi moi reprendre ma place de, en fait, est-ce que je reste dans une grosse boîte, ça fait plaisir à tout le monde, mais moi du coup je suis pas du tout heureuse, ou est-ce que je pense un peu à moi, que c'est moi qui vais pouvoir vivre avec moi-même au quotidien, donc autant que je fasse des choses qui me remplissent, quoi. Et ça c'était vraiment une des grosses leçon, compréhension, c'est que vraiment si tu veux vivre avec toi, autant que tu fasses des choses qui te plaisent, quoi.
C'est génial, ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que le tatouage, quand t'en parles comme ça, surtout que quand on te voit, tu fais, je pense que t'as des tatouages, mais tu fais pas la tatouage classique. Ah non, quoi. non, pas... oui, c'est vrai. T'as pas les bras recouverts de tatouages, t'as pas les tatouages qui montent jusque dans le cou. Et j'ai pas du tout envie non plus d'avoir des tatouages dans le cou, sur la tête. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Ouais, donc c'est assez rigolo, je trouve, mais ça va bien avec ça va bien avec le personnage et ça complète bien toutes les facettes de toi aussi. Donc c'est ça qui est hyper, qui est hyper intéressant. Dernière question, les derniers mots de la fin. J'avais des questions sur si tu devais parler à la Léa de 7 ans, mais bon, c'est peut-être un peu trop ésotérique pour le moment. C'est peut-être un peu trop quoi ? Ésotérique. Ah, bah moi, tu sais, je fais de l'hypnose, j'accompagne en hypnose. Et c'est quelque chose qu'on fait en hypnose, donc on vient parler à des soi du passé. Donc écoute, ça me parle totalement. Donc tu lui dirais quoi alors à ta Léa de 7 ans ? Je lui dirais quoi comme conseil pour l'avenir ? Je pense que je lui dirais qu'elle a de la valeur et que ce qu'elle fait, c'est bien. Et de pas douter comme ça tout le temps en permanence. Il y a des décisions qui se font à un instant T et que on peut pas savoir quels seront les différents chemins. Donc on prend une décision et on y va. Et qu'elle a les capacités à s'en sortir, qu'elle rebondit assez facilement. Et qu'elle arrive toujours à trouver les moyens à connecter pour arriver quelque part. Top. Canon. T'as un mot de la fin, une citation, un livre à recommander, un truc que tu veux dire à tout le monde ? Eh bien, pour le coup, ça sera de l'hypnose, parce que je lis énormément en hypnose. Ouais. Ma passion, les livres d'hypnose et les expos d'art contemporain. Bon, j'adore Teresa Robles, hypnothérapeute et psychologue sud-américaine. Ouais. On reboucle l'Amérique du Sud. Ok, ouais, ça reboucle, encore une boucle. J'aime beaucoup son approche, la magie de nos masques, tous les masques sociaux qu'on porte. C'est très très terre à terre, c'est très bien expliqué, c'est applicable rien qu'en le lisant, il y a énormément d'enseignements. Ça se lit hyper bien. Elle était très proche d'Erikson, donc le fondateur de l'hypnose ericksonienne, n'est-ce pas ? Donc ouais, ce serait conseil lecture. Et un autre conseil, restez curieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris à l'école de design où ils nous disaient mais faites pas du design en chambre, sortez de chez vous, testez vos projets, testez vos prototypes, montrez ce que vous faites, de pas se cacher parce que sinon les gens ils savent pas ce que tu fais. T'as pas de retour sur ce que tu fais non plus. Ne pas trop écouter les gens, mais quand même les écouter un petit peu. Ouais, non, mais c'est bien, ça, c'est un super conseil, ça. Ouais, sortir faire les expos et lever la tête dans la rue. Donc, si on veut conclure. Oui, Si on veut conclure, là, après ce que tu as dit, peut-être 5 points qui sont hyper intéressants. Soyez curieux. Ouais. On repart de la fin. Testez vos idées, allez parler aux gens et allez continuer de vous instruire. Pas s'auto-censurer, ouais. Pas s'auto-censurer. Vous savez pas ce qui est arrivé, donc ce qui va arriver, donc faites-le. Et le dernier point, amusez-vous et faites-vous confiance. Ouais, très bien. Ça me va. Top. Bah écoute, merci beaucoup Léa. C'est à toi. Non, s'il y a un point que j'ai oublié aussi, faites-vous accompagner. Si vous sentez que vous avez un coup de mou, c'est pour ça aussi qu'on parle à des gens qui font ça. Oui. Faites-vous accompagner. Oui, et j'en ai pas parlé. Je me suis fait énormément accompagner, énormément, par des psys, par des coachs. Enfin, c'est tellement, à certains moments, on a tous besoin. Et en fait, chacun a son chemin différent aussi, donc vous n'avez pas besoin de vous comparer, vous avez juste besoin de vous dire j'ai besoin de discuter avec quelqu'un, j'ai besoin d'avoir un retour qui soit totalement neutre, qui soit totalement pas du tout biaisé par quelque chose, et de vous dire, en fait, j'ai une passion, est-ce que je vais en faire quelque chose ? Allez demander à des gens, demandez-vous à vous-même, testez les trucs, voyez si ça peut vous convenir, et si ça vous convient et que vous sentez que ça peut marcher pour vous, pour vos contraintes, pour votre famille, lancez-vous. Mais oui. Mais surtout, lâchez-vous la grappe à ce niveau-là. Ouais, moi je suis la première personne j'ai besoin de sentir que les autres sont chauds aussi pour faire quelque chose, quoi, et d'avoir une équipe autour de toi qui est hyper chaud pour lancer des choses, ça donne une énergie folle. Voilà. Donc, entourez-vous bien. Merci beaucoup Léa. Merci à toi Quentin pour ce moment. C'était très cool. Écoute, c'était très cool. On va voir ce que ça va donner à l'enregistrement, mais je pense que ça va être très cool. Hope so. Allez, ciao. Merci. Salut. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de The Side Project Café. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @The Side Project Factory ou sur notre site internet thesideprojectinc.com. Allez, à très vite.